Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, Monsieur, bonjour. Régulièrement, le problème du troisième mandat revient sur le devant de la scène africaine. Il s'agit là d'un sujet récurrent auquel tour à tour les pays du continent sont confrontés, et ce, bien que la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, ait réclamé son interdiction. Ces derniers temps, on a ainsi assisté à des coups d'État dus à la confiscation du pouvoir par une minorité, souvent militaire, comme cela a été le cas d'ailleurs au Mali, en Guinée ou encore au Burkina Faso, et au tripatouillage constitutionnel afin de permettre à certains chefs d'État de prolonger leur mandat et d'aller au-delà des 2 recommandés. Dans les 2 cas, ce sont des atteintes à la démocratie, car elles interdisent en effet toute transition politique, qui sont autant de bouffées d'oxygène indispensables à une toute bonne gouvernance. Ces putschs auxquels nous assistons dénient à la population de résoudre elle-même ces problèmes par les urnes. Par ailleurs, il est choquant de voir que dans le top 5 des chefs d'État à la plus longue longévité, 4 sont africains. Dans les 2 cas, il s'agit d'une atteinte au principe de l'état de droit. Si j'ai souhaité évoquer ce sujet ce midi avec mon invité, le responsable politique sénégalais Ibrahima Thiam, fondateur du mouvement d'opposition à Notre Avenir, c'est que des rumeurs se font de plus en plus persistantes quant à la candidature possible pour sa réélection en 2024 de l'actuel président sénégalais de la République, Macky Sall, au pouvoir pourtant déjà depuis 10 ans. J'ai intitulé notre émission d'aujourd'hui « Les volte-face constitutionnelles de Macky Sall ». Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour Jean-Yves Duval et merci de rebondir sur l'actualité. Ce qui va me permettre de dénoncer cette volonté de certains chefs d'État de vouloir cannibaliser le pouvoir envers et contre tout, interdisant ainsi au peuple la libre expression démocratique et à l'opposition d'offrir une alternative et d'assurer une transition en douceur. Alors avant d'en venir à la situation qui se profile pour le Sénégal, j'aimerais qu'on regarde d'un peu plus près la situation de ces présidents, comme je les appelle, Duracell, qui ne s'usent en effet que si l'on s'en sert. Prenons le cas par exemple de Teodoro Obiang Nguema, qui a été au pouvoir plus de 40 ans en Guinée équatoriale. Il est suivi de peu par Paul Biya, 36 ans au pouvoir au Cameroun. Denis Sassou Nguesso, 35 ans à la tête du Congo-Brazzaville, ou encore Yoweri Museveni, qui a dirigé l'Ouganda durant 33 ans. Et je pourrais en citer d'autres. Comment peut-on justifier une telle longévité si ce n'est pas par un appétit insatiable du pouvoir et la volonté de le confisquer à leur seul usage? Vous avez vous-même répondu à votre question. Le goût du pouvoir immodéré et le recours très souvent à des moyens peu orthodoxes, peu démocratiques pour le conserver. C'est justement pour mettre fin à cette longévité et aussi à l'instauration de véritables dynasties, à l'exemple du Gabon ou du Tchad, pour ne citer que ces 2 exemples, que la CEDEAO entend désormais faire respecter le principe des 2 mandats de 5 ans. Songez que dans certains pays, plusieurs générations n'ont connu le même chef d'État et c'est inacceptable. D'autant plus inacceptable que cette confiscation du pouvoir qui va à l'encontre d'une bonne gouvernance démocratique est aussi source d'immobilisme et de mauvaise gestion de ces pays.
comment s'étonner de leur retard en matière de développement? Ajoutez à cela que nous avons affaire à des octogénaires, à des pouvoirs gérontocratiques qui empêchent l'accès aux responsabilités des jeunes générations. Cette situation est révoltante et n'est plus acceptable. Et pourtant, en Afrique, plus qu'ailleurs, on respecte les vieillards, dont on pense qu'ils ont l'expérience, que les jeunes n'ont pas encore. Alors comment expliquer cette ambiguïté? L'ancien président, par exemple, Abdoulaye Wade, âgé de 95 ans, ne vient-il pas d'annoncer qu'il serait tête de liste des élections législatives le 31 juillet prochain à Dakar? Une chose est de respecter les personnes âgées, en particulier les membres de sa famille. Une autre est de laisser perdurer au pouvoir durablement des personnes d'un certain âge. Aujourd'hui, avec le recul du temps, on peut affirmer que plus un pouvoir exécutif perdure, plus les chances de développement de ce pays s'amoindrissent. Cette longévité favorise la prédation de ces pays par leurs dirigeants, comme on l'a vu en Ouganda ou au Cameroun. Bien sûr, le temps n'explique pas toujours les échecs, mais il impacte souvent la croissance économique, comme l'ont démontré certaines études. Car plus les années passent, plus la volonté de changement, de modernisation des dirigeants s'émousse. Cela a été particulièrement vérifié en Afrique subsaharienne. Ces mêmes études ont montré par exemple que les leaders qui passent moins de temps au pouvoir dépensent plus pour la santé en moyenne. Ainsi, au Sénégal, en 2019, le budget de la santé était de 198 milliards de CFA contre 81 000 milliards en 2000. Et je pourrais multiplier les exemples de la stérilisation du pouvoir du fait de sa longévité. Je suis étonné que vous n'évoquiez pas à ce sujet les maladies qui affectent certains de ces dirigeants parmi les plus âgés et qui donc affectent aussi par là même l'exercice du pouvoir. Autrement dit, ces malades qui nous gouvernent. Vous avez raison, Jean-Yves Duval. Vous faites bien d'en parler, même si l'âge ne conditionne pas systématiquement notre état physique ou mental. Il n'empêche qu'il l'influence. Je pense en particulier à l'ancien président de l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika, que la raison d'État a maintenu au pouvoir malgré sa grave maladie qui le contraignait à être régulièrement hospitalisé en Europe. Cela a été aussi le cas du président nigérian, pays le plus peuplé d'Afrique, etc. Je persiste à penser que diriger une nation nécessite une bonne forme physique, vu les pressions et la charge de travail que cela implique. C'est vrai que le quinquagénaire que vous êtes plaide depuis longtemps pour un renouvellement générationnel du personnel politique. Oui, et ce n'est pas pour moi personnellement, mais pour toute une classe politique qui compte, notamment au Sénégal, de nombreuses personnes qualifiées, compétentes, qui ont vocation à diriger notre pays et à insuffler un vent de réforme, tant économique que sociale, dans la perspective d'une sorte de New Deal, de nouvelles politiques de développement, en particulier en faveur de nos compatriotes les plus déshérités. Macky Sall a surtout cherché à laisser des traces de sa présidence à travers de grands travaux, à laisser ainsi son nom dans les livres d'histoire de cette façon. Je ne lui le reproche pas. Notre pays avait besoin de ces nouvelles structures, mais le temps est venu d'accroître nos richesses, de les partager tout en impulsant des réformes profondes dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la justice en particulier. Vous venez d'évoquer l'actuel chef de l'État sénégalais. Eh bien, c'est l'occasion pour moi, dans le droit fil d'ailleurs du thème que j'ai fixé à cette émission d'aujourd'hui, de vous demander si vous pensez possible qu'il se représente dans 2 ans, après avoir exercé le pouvoir durant 14 ans. Ce serait en infraction avec la volonté de la CEDEAO. Et j'imagine mal, alors qu'il est actuellement en charge de l'Union africaine, qu'il se mette ainsi en travers des règles voulues par les organisations régionales et continentales africaines. Mais l'homme nous a déjà prouvé par le passé qu'il pouvait tordre le cou aux règles institutionnelles.
Et donc, je reste prudent et j'appelle tous les Sénégalais et Sénégalaises à la vigilance. En préparant cette émission, j'ai retrouvé la une du Dakar Times qui rappelait que ce que disait d'ailleurs Macky Sall en 2011. Eh oui, je le cite textuellement. Si Wade touche à la Constitution, on va le déloger du palais. Est-ce que cette formule pourrait aujourd'hui se retourner contre lui? Reconnaissez que ce serait une ironie de l'histoire, une facétie, une sorte de pied de nez, mais contrairement à Macky Sall, je n'exhorterai pas à marcher sur le palais présidentiel, car c'est là un mot d'ordre de facétieux, digne de putschiste. Et je suis trop respectueux des institutions de notre République. En revanche, au cours des 2 dernières années à venir, nous devons veiller attentivement à ce qu'il ne réalise pas un tour de passe-passe constitutionnel, car il est familier de ce genre de manœuvre. Il a déclaré d'ailleurs, le 5 mai dernier, que la limitation des mandats présidentiels ne correspondait pas au mode de gouvernance souhaité, prétextant que les procédures pour emprunter et décaisser l'argent étaient trop longues. Cela doit nous alerter et nous mettre la puce à l'oreille. Sur ce point, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, dont je ne partage pas les vues, a eu raison de dire lors d'une conférence de presse qu'il a tenue à Ziguinchor en tant que maire de la ville, un président ne devrait pas dire cela. Au passage, j'aimerais vous demander votre position suite au rapport qui vient d'être publié par un cabinet international de conseil sur les crises alimentaires et annonçant que des émeutes de la faim planaient sur le Sénégal. Est-ce que ce rapport ne met pas du sable dans le couscous de Macky Sall? J'ai entendu parler en effet de cette étude qui laisse envisager des menaces d'émeutes de la faim dans les 6 prochains mois à cause de la flambée des prix des denrées de première nécessité due à la crise de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Dans ce rapport figurent aussi d'autres pays à risque comme l'Argentine, l'Égypte, le Brésil ou les Philippines. Or, Macky Sall ne cesse de clamer que la pauvreté a reculé au Sénégal, ce qui est contraire aux affirmations de l'ANSD, qui indique le nombre de pauvres a augmenté, passant de 5,4 millions à 6 millions. Macky Sall conteste ce rapport, mais je maintiens qu'il n'a pas accordé assez d'importance à la lutte contre les inégalités sociales. C'est un axe capital de réforme que je mettrai en avant dans ma campagne de 2024, car il est essentiel que le Sénégal sorte de cette situation de précarité que connaît trop de nos compatriotes. Macky Sall peut être le champion de la duplicité quand il le veut. Cela me fait penser à l'attitude qu'il avait en 2012 à propos des réseaux sociaux, disant qu'ils exerçaient de façon solitaire un contrôle du pouvoir exécutif et du pouvoir parlementaire. Or, 10 ans plus tard, en 2022, il entend réguler ces mêmes réseaux sociaux au prétexte qu'il serait trop critique à son égard et vis-à-vis de son gouvernement. C'est son côté girouette, il va là où le vent le conduit. Depuis quelques années déjà, vous évoquez souvent le principe d'une troisième voie, à travers différentes prises de position publiques ou dans des tribunes, dans les journaux. J'aimerais que vous soyez un peu plus précis aujourd'hui. Est-ce seulement une alternative aux éventuelles candidatures de Macky Sall et d'Ousmane Sonko, ou cela va-t-il plus loin? Je vous remercie, Jean-Yves Duval, de poser cette question, qui me permet de dire que cela m'amuse un peu de voir quelques personnages, hier encore silencieux, reprendre cette idée à leur compte et s'en faire les promoteurs. La troisième voie que j'appelle de mes voeux ne doit pas être à mes yeux un affichage, un effet d'annonce, une façon d'occuper l'espace médiatique. Pour ces personnes qui se reconnaîtront, il s'agit à l'évidence d'un gadget, alors que pour moi, c'est une forme nouvelle de gouvernement. Voilà qui est intéressant. Est-ce que vous pouvez un peu préciser? Forme nouvelle de gouvernement, en effet, car associant davantage les élus,
les associations, la société civile. Aujourd'hui, le chef de l'État est un monarque présidentiel au pouvoir, souvent autoritaire et solitaire. Or, à mes yeux, un président de la République moderne doit être capable d'associer davantage ses contemporains à ses décisions. On oublie trop souvent l'adage « Vox Populi, Vox Dei ». Voix du peuple, voix de Dieu. La démocratie se doit d'être plus participative et on voit l'échec où conduit le pouvoir personnel. Démocratie participative, cela me rappelle le slogan d'une ancienne candidate à l'élection présidentielle française. Vous aurez reconnu Ségolène Royal. Celle-ci vous aurait-elle inspiré? Je laisse l'ex-épouse de François Hollande là où elle est. Elle n'est pas la propriétaire de l'appellation démocratie participative que l'on peut faire remonter à l'Antiquité. Pour moi, la troisième voie ne peut et ne doit pas être une sorte de panacée universelle et encore moins le simple recours entre la probable candidature aux élections présidentielles de 2024 de Ousmane Sonko et une présence toujours possible de Macky Sall. Ce serait trop simple, trop réducteur. Et s'il ne s'agissait que de cela, ce serait une philosophie mornée. Je vous rappelle qu'à ses origines, la troisième voie prônait un concept politique se situant entre la social-démocratie et le libéralisme, tandis que durant la guerre froide, elle incarnait un projet entre le communisme soviétique et le capitalisme américain. Et qu'en France, le gaullisme prétendait l'incarner entre deux courants, l'un dit de gauche et l'autre dit de droite. Et donc, en quoi votre projet de troisième voie diffère-t-il de ce que vous venez de nous dire? En réclamant cette troisième voie pour le Sénégal, je souhaite proposer un chemin résolument différent, en donnant un nouveau souffle à nos compatriotes. C'est d'ailleurs le titre, dois-je vous le rappeler, de mon premier livre, sorti il y a quelques années. Un nouveau souffle, donc, entre la politique et les solutions classiques du chef de l'État actuel et l'aventurisme teinté de radicalisme d'Ousmane Sonko. Macky Sall, à travers ses mandats, a surtout œuvré afin que son nom reste dans les manuels de l'histoire, comme celui d'un bâtisseur. C'est son choix. Il va laisser derrière lui des stades, des kilomètres d'autoroute, un train express régional, des ponts, un nouvel aéroport, etc. Je préfère, quant à moi, que les Sénégalais, s'ils me font confiance en 2024, retiennent que j'aurai contribué à une augmentation de leur pouvoir d'achat, à la lutte contre les inégalités sociales et la précarité, à la création de milliers d'emplois et au développement de l'enseignement et de la santé, à l'amélioration d'une justice digne d'un état de droit et à la mise en œuvre de véritables politiques en faveur du tourisme, de l'agriculture et de la pêche. Plutôt que de laisser des constructions en béton derrière moi, je préfère améliorer substantiellement le niveau de vie de mes compatriotes. Des millions d'hommes, de femmes, de vieillards et de jeunes dans notre pays aspirent à vivre une existence digne. Et c'est ce que je veux leur offrir. C'est un autre choix. Comme vous le voyez, la troisième voie se situe là, entre la satisfaction personnelle de Macky Sall et l'inclinaison radicale jusqu'au boutiste d'un personnage aigri et revanchard de Ousmane Sonko. Elle se situe résolument dans la mise en place d'une politique sociale, d'une démocratie économique humaine, pragmatique, où la corruption, les inégalités et les injustices seront moins criantes, à défaut d'être inexistantes. En résumé, une politique plus vertueuse. Je considère que le temps est venu de tourner la page Macky et de se garder d'ouvrir celle de Sonko, avec elle, sa politique isolationniste, dangereuse pour nos libertés et notre économie. Pour moi, il en va de l'avenir du Sénégal. C'est pourquoi je veux incarner cette troisième voie et que je la proposerai dans 2 ans à nos compatriotes. Eh bien voilà qui a le mérite d'être clair et amorce avec 2 ans d'avance, en soulevant un coin du voile,
Une réflexion que l'on peut qualifier de programmatique, dont on aura sans doute l'occasion de reparler. En tous les cas, bien merci Ibrahima Thiam de nous avoir éclairé sur l'état de la gouvernance actuelle dans les pays africains, une gouvernance très différente du reste du monde, en particulier du fait de la longévité au pouvoir des dirigeants politiques. Merci à vous Jean-Yves Duval de me tendre le micro chaque semaine et de me permettre de vous faire part des réflexions que m'inspirent les sujets que vous retenez. Des sujets qui sont de nature à susciter les débats chez vos auditeurs. C'est bien là en effet l'objectif de cette émission Carte sur table, qui est de faire le point chaque semaine sur l'actualité brûlante dans le monde, en nous efforçant de la décrypter et de donner ainsi matière à réflexion à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent et nous font le plaisir d'être fidèles sur Diaspora Vision. Il me reste à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, et d'ici là, portez-vous bien. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.